Bonsoir à tous. Ce soir, dans Autrement, on vous invite à porter un autre regard sur le patrimoine de l'après-guerre, plus précisément sur le patrimoine entre 1939 et 1999 en région bruxelloise. Il n'a pas toujours bonne presse, ce patrimoine, c'est le moins qu'on puisse dire. On l'assimile souvent à la bruxellisation, la destruction massive de bâtiments historiques, à la toute-puissance de la promotion immobilière et aussi souvent à une production de piètre qualité. Et pourtant, il mérite mieux que cette mauvaise réputation, mais pour ça encore faut-il le connaître, et ce n'était pas vraiment le cas. Une lacune qui est aujourd'hui comblée pendant un peu plus d'un an à l'initiative de la région. Toute une équipe a parcouru 14 communes de la région bruxelloise pour recenser ce patrimoine. Cela donne aujourd'hui un inventaire que nous allons vous présenter. Géry Leloutre, bonsoir. Vous êtes le coordinateur de cet inventaire du patrimoine. Vous êtes aussi professeur à la faculté d'architecture La Cambre-Horta de l'ULB. Je parlais de patrimoine méconnu. On peut vraiment dire ça, c'est un patrimoine méconnu? C'est en tout cas un patrimoine peu reconnu, ça c'est sûr. On a plutôt tendance à accrocher le terme patrimoine à tout ce qui est lié au 19e siècle, au début du 20e siècle, c'est-à-dire une architecture de style très ouvragé, et de ne pas reconnaître dans une architecture plus répétitive, moins travaillée en termes de stylistiquement, donc une valeur patrimoniale. Ouais, alors justement, cette valeur patrimoniale, il faut la faire reconnaître aujourd'hui. Maurizio Cohen, bonsoir. Vous êtes aussi coordinateur de cet inventaire du patrimoine et également professeur à la faculté d'architecture La Cambre-Horta. Vous vous attendez à quoi comme réaction par rapport à ce que les gens vont découvrir? Vous vous attendez à des réactions négatives ou alors à une meilleure compréhension, à une plus grande attention à ce patrimoine? L'objectif était prioritairement d'essayer d'identifier une série de valeurs et de critères qui permettent progressivement à un public de plus en plus large de situer ces architectures, d'en comprendre la raison. Le fait, comme vous disiez, de ne pas avoir accepté facilement toute cette production, il y a aussi au fait qu'on ne la comprend pas. On ne comprend pas les raisons pour lesquelles elle est là, comment elle a été construite et dans quelles circonstances. Et à partir de 1939, ces circonstances ont évolué très rapidement, avec bien sûr toute une série de questions liées à une évolution de l'économie qui a produit des architectures très différentes entre elles. Ouais. Alors on va voir tout de suite comment vous avez travaillé avec vous. Alison Inglisa, bonsoir. Vous êtes chercheuse à la faculté d'architecture La Cambre-Horta de l'ULB. Alors comment est-ce que vous avez travaillé, puisque c'était un patrimoine pas reconnu, plutôt méconnu, comment vous avez travaillé? Vous avez arpenté les communes de la région? Oui, donc la partie de Bruxelles qui nous intéressait, c'était la seconde ceinture. Donc ça représente 14 communes. Et donc nous étions 3 chercheurs de terrain. Et puis il y a aussi une personne qui a mis au point un programme informatique, une application en fait, de smartphone pour nous aider. Et puis 2 personnes en archives. On s'est divisé différentes zones dans des communes. Et puis tout simplement, on a arpenté toutes les rues de ces 14 communes afin de relever les constructions les plus remarquables. Ouais, et donc un travail d'un peu plus d'un an. Géry, vous m'aviez dit en préparant cette émission, il y a eu 40 000 biens construits durant l'après-guerre. Vous avez pu en examiner combien? La moitié, hein. Donc les 14 communes concernées, qui sont plutôt la seconde couronne de Bruxelles, ça représente un peu plus de la moitié de la production de l'après-guerre à Bruxelles, et donc c'est ce qu'on a examiné. Et il y en a combien à l'inventaire aujourd'hui, à peu près? Alors il y en a 2000 qui avaient déjà été mis à l'inventaire pour la période 39-99, donc pas uniquement les 14 communes là, mais pour tout Bruxelles. Et nous avons rajouté uniquement pour ces 14 communes exactement 1721 fiches. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours des bâtiments, hein. Ça peut être un ensemble de bâtiments, ça peut être un site, mais donc 1721 éléments qui complètent aujourd'hui l'inventaire. Ouais, alors Tom Verhofstadt, bonsoir. Vous représentez Urban sur ce plateau, la direction du patrimoine culturel. Alors je l'ai dit, c'est à l'initiative de la région que cet inventaire a été réalisé. Vous en attendez quoi? Pourquoi l'avoir commandé?
On savait que l'inventaire jusqu'à maintenant qui est en ligne était assez lacunaire par rapport à ce potentiel patrimonial, surtout dans les communes de la deuxième Corune. Et c'était nécessaire d'avoir une bonne connaissance de base. On connaissait les grandes icônes, bien évidemment, mais la production de masse, disons, dans lesquelles se trouve aussi une qualité, ça c'était à peu près inconnu. Et c'est pour ça qu'on l'a commandé, en fait. Ouais. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Vous parliez de bâtiments iconiques, il y en a effectivement. On peut parler de l'ancienne Royale Belge à Watermal-Boisfort, qui est un bâtiment reconnu aujourd'hui. Moi, j'ai décidé de présenter plutôt une architecture que d'aucuns vont considérer plus banale, mais qui est tout de même dans cet inventaire. On va commencer tout de suite avec les petits immeubles. Je me suis promené hier dans la commune de Gansoren, à l'avenue Marie de Hongrie, une partie de la commune qui a été urbanisée dans les années 60. Et là, j'ai repéré 3 immeubles qui étaient dans l'inventaire, dont deux de Raoul Brunswick. C'est des immeubles de 61, 62, 1965 pour le plus tardif. Alors, Géry Leloutre, à ceux qui diront tiens, je ne comprends pas que ce type d'immeuble se retrouve dans cet inventaire aujourd'hui, vous répondez quoi? Mais donc là, on est typiquement dans cette architecture un peu plus banale, moins évidente, mais dès qu'on regarde de près, donc on a vu par exemple le Brunswick avec une façade assez plate en pierre de France et des petits balcons qui ressortent, il y a clairement là un travail que nous considérons comme intéressant du point de vue artistique, où tout d'un coup, un architecte en fait rentre dans une critique du modèle de l'appartement type construit à cette époque-là. Et puis après, bon, ici, on est aussi face à un architecte qui s'appelle Raoul Brunswick, et donc qui est en fait un architecte qui va marquer son temps. Il va construire beaucoup à Gansoren, et il va construire très bien aussi. C'est-à-dire une architecture très, très marquante. Ce qu'on voit passer aussi, c'est cet immeuble qu'on appelle Anserre-Livre, hein, qui en fait met les conditions de sa modernité en serrant par deux mitoyennetés son contexte, et puis en ouvrant sa façade complètement de manière moderniste, c'est-à-dire vitrée de haut en bas, de gauche à droite. Donc c'est quand même des bâtiments qui, en fait, peut-être pas au premier regard, mais au second regard, en fait, se détachent et font état d'une manière d'habiter aussi. Il ne faut pas oublier que l'après-guerre, c'est l'idée aussi que la qualité du logement doit être égalisée pour tout le monde. Tout le monde doit vivre avec la même qualité, et donc ces grandes fenêtres qu'on voit passer à l'écran, mais c'est l'expression notamment de cette qualité lumineuse, en ce cas-ci, qu'on recherche peut-être. Ouais, alors Maurizio Cohen, c'est clair qu'il faut faire œuvre de pédagogie, et on le voit quand on explique pourquoi on retient un bâtiment et pas un autre, parce que toute l'avenue Marie de Hongrie a été urbanisée dans cette époque à peu près. Mais il y a le fait qu'il ne faut pas oublier que dans les périodes passées, les autres courants architecturaux n'ont pas eu nécessairement de succès. L'art nouveau, pendant des décennies, a été décrié et considéré comme un art décadent. Et c'est seulement dans les décennies plus récentes qu'on l'a réévalué. Donc, ce qui veut dire que la difficulté aussi pour nous, c'était d'essayer de mettre ensemble toutes ces périodes, ces différents courants, ces différents mondes expressifs, et les rendre lisibles au public. Ce qui signifie que quand on prend par exemple un bâtiment des années 90, qui est un bâtiment postmoderne, on met de côté les appréciations qu'on pourrait faire de goût personnel, et on essaie de prospecter à l'avenir. On se dit c'est un outil qui va servir dans le temps. Les gens doivent comprendre pourquoi, à un moment, on a construit de cette façon, avec ce type de dessin, avec ce type de matériaux. Et donc, on doit donner des codes, des clés pour comprendre. Ouais. Alors, Alison, il y a eu toute une série. Bon, c'est vrai que quand on est comme ça dans la rue et qu'on regarde ces bâtiments, vous ne vous basez pas sur rien. Il y a une série de critères que vous essayez d'appliquer aux bâtiments pour les retenir ou pas, on va dire. Oui, exactement. La région bruxelloise, donc le département patrimoine, nous avait déjà fourni une liste de critères et de valeurs. Parmi eux, il y avait des valeurs esthétiques, urbanistiques, techniques, paysagères. Et donc, en effet, l'idée, c'était pas de se promener et de choisir quelque chose arbitrairement. Ouais. C'était un choix qui devait être justifié et étayé. Et puis, nous, on faisait un premier repérage en se promenant dans les rues, et notre sélection, on l'a soumise. Il y a eu différents filtres avant d'enfin soumettre
un listing final à la région bruxelloise. Oui, alors justement, par rapport à ça, on imagine les débats qu'il y a dû y avoir. Vous y avez participé, vous, Tom Verhofstadt, ou de loin ou De loin, ouais. mais j'étais quand même suffisamment Parce très qu'on présent. imagine que, Oui, en effet. c'est oui. soumis à discussion, tout ça, à un moment donné. Mais parce que l'exercice aussi était justement de pouvoir appliquer ces valeurs et critères existants qu'on utilisait déjà dans le patrimoine architectural, mais de les appliquer sur ce type de patrimoine. Et ça, c'était moins évident. Disons, créer un cadre théorique avec lequel nous, on peut continuer à travailler. Alors, Christo Axe, bonsoir. Je ne vous ai pas encore présenté. Vous êtes architecte au bureau Archipelago. Vous avez réalisé la rénovation de la nouvelle maison communale à Uccle, rue de Staël. On en parlera dans un instant. Mais vous, en tant qu'architecte, aujourd'hui, sur le terrain, quel regard portez-vous sur ce patrimoine-là des années 60-70 ? Effectivement, c'est un bâtiment, un produit de qualité dans le bruxellois où il y a quand même des bâtiments semblables, quand même de très haute qualité, avec ce qu'on vient passer tout à l'heure sur les écrans, avec quand même des baies vitrées, la capacité de pouvoir faire entrer la lumière du jour, qui est un des éléments primaires dans l'architecture. Dans les espaces avec une correcteté en structure, avec quand même des ingrédients qui sont assez logiques et qui quand même, qui font partie sûrement des ingrédients que les critères de jugement, qui font partie de la liste. Voilà, donc il y a quand même dans ce sens-là quand même des bâtiments quand même de très haute qualité dans le milieu. Alors, on va parler maintenant des grands ensembles, des buildings. Il y en a dans votre inventaire. Il y en a quelques-uns. Moi, je me suis rendu à Jette, à Avenue du Forum. On va voir les images tout de suite. C'est un building érigé en 1971 par l'architecte Richard Van Wijngaarden. On est avenue du Forum. Donc c'est Richard Van Wijngaarden et Camille Van de Velde, un immeuble implanté autour de ce qui est devenu un parc aujourd'hui. Alors je le disais, là c'est à Jette. Il y a aussi des bâtiments Etrimo, à Anderlecht. Et là encore, Géry Leloutre, cette architecture-là, beaucoup de Bruxellois ne peuvent pas la voir en peinture. Il faut la réhabiliter aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle, ce que mes parents appelleraient les cages à poules. À Bruxelles, c'est ce qu'on dit. Et effectivement, je veux dire, ils sont représentatifs d'un moment où on a dû construire beaucoup de logements très vite et pour pas trop cher. Et c'est ce type de logement-là en particulier, en fait, a permis de construire massivement, mais quand je dis massivement, on parle de dizaines de milliers d'unités de logement en 15 ans. Donc, pour dire massivement du logement à l'intérieur de l'agglomération bruxelloise, dans la verdure, dans les parcs, à un moment où la population était naturellement poussée, encline et culturellement d'ailleurs poussée à plutôt construire en dehors. Et donc, ces immeubles, ils représentent ça, ce moment historique, ils représentent cette qualité aussi de vivre dans l'espace ouvert, parce qu'il faut pas oublier que ces immeubles sont toujours construits sur 1/10 de la surface de leur terrain. Donc, ça veut dire que 9/10 sont d'espace ouvert, souvent arboré, alors une architecture assez dure en général, parce que répétitive, parce que systématique, mais voilà, comme on le voit sur l'image, avec dans les détails, certaines se détachent parce qu'elles vont chercher dans les balustrades, dans les traitements des bétons, dans les traitements des châssis, des éléments d'architecture qui, quand même, prêtent à une certaine qualité de par l'ouvrage, en fait, de par l'intérêt que ça amène. Ouais, Maurizio Cohen, et après la même question pour Alison, comment on choisit ceux qu'on retient ou pas? Parce que là, avenue du Forum, il y en a beaucoup, certains s'y trouvent, d'autres pas. Comment on choisit au final? Le fait, c'est qu'on essaye de vérifier l'ensemble de ces critères, de ces valeurs, et de voir s'ils tiennent la route, s'ils sont effectivement présents, s'ils ont une certaine puissance. Dans le cas, par exemple, qu'on montre ici, le fait qu'il y ait un cadre paysager significatif est quelque chose d'important, parce que ça permet de dire que tous ces bâtiments, ça veut dire donc tous ces habitants peuvent profiter de ce cadre. Et donc, ils sont quand même dans une situation qui est très favorable par rapport à d'autres. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. En plus de ça, c'est des bâtiments qui, bien sûr, ont été construits souvent rapidement, parfois de manière répétitive, mais quand on va
plus en profondeur on regarde les plans de ces bâtiments, on se rend compte que ces appartements, par exemple, ne sont pas conçus aussi mal qu'on pourrait l'imaginer. Ils sont beaucoup moins de cage à poules de ce qu'on imagine. Et donc, c'est la somme de ces critères qui fait qu'on décide de le mettre dans cet inventaire. Oui, rapidement. Surtout pour les bâtiments comme ça de grande taille, on a toujours vérifié aussi, parce qu'on dit que toujours l'inventaire c'est pour le passé, c'est pour figer le passé, on a toujours vérifié la transformabilité de ces bâtiments. Est-ce que ça vaut la peine de les mettre à l'inventaire? Est-ce qu'on peut, sans les démolir, reconstruire, les rénover dans le futur? Et donc en général, tous ceux qui sont à l'inventaire sont des bâtiments en fait, qui auront une autre vie tout en restant plus ou moins de ce qu'ils sont aujourd'hui. Ouais, alors on va voir tout de suite un bâtiment qui a été rénové profondément sans le dénaturer. C'est la nouvelle maison communale d'Uccle, à la rue de Stahl. C'est un immeuble de bureaux des années 70, l'ancien siège de Fabricom, une entreprise de machines industrielles. Donc c'est votre bureau Archipelago qui a été désigné après un concours. Les travaux ont débuté en 2019, ont duré 3 ans. C'était une évidence pour vous, il fallait sauvegarder ce bâtiment. Le détruire aurait été une grosse erreur. Oui, tout à fait. Là, de nouveau, la qualité de la structure, déjà, donc, en partant de la structure, était d'une base tellement évidente, tellement forte, tellement belle. D'autant aussi parce que le bâtiment original du bureau Serrault, des années 70 avec l'utilisation du béton architectonique quand même d'une qualité exemplaire et la transformation était évidente dans le sens que la réutilisation de la structure telle qu'elle avec une combinaison de l'équiper avec des techniques modernes aujourd'hui au niveau vitrage performante avec une isolation intérieure font qu'effectivement une structure telle qu'elle peut encore survivre pour les années, des années à venir. Ouais. Alors Tom Verhofstadt, c'est ça justement le défi aujourd'hui, c'est que beaucoup de ces grands ensembles, ils vont devoir être rénovés pour faire face à la sobriété énergétique. Et donc c'est qu'on puisse les rénover sans les dénaturer. C'est à ça que doit servir l'inventaire aussi. Entre autres, oui, mais ça, c'est un des grands défis, ça c'est clair. Tous ces immeubles, surtout les immeubles de bureaux, c'est connu qu'on veut les transformer en logements, mais certains de ces immeubles bureaux ont des qualités avec lesquelles il faut tenir compte. Ça, c'est en tout cas ce qu'on essaye de faire comprendre aux gens, qu'il y a des qualités et c'est plutôt utiliser ce patrimoine comme levier pour qu'un projet, par exemple, le projet Fabricom, maison communale de Uccle, est exemplaire dans ces cas-là et montre qu'on peut faire du bon avec déjà de l'existant qui est déjà qualitatif à la base. Oui, c'est votre spécialité, Alison Inglisa, c'est les immeubles de bureaux de cette époque de promotion. Il y a vraiment une œuvre de réhabilitation à faire de dessous ces immeubles qui sont honnis par une grande partie des Bruxellois aujourd'hui. Oui, effectivement. Et en effet, ça, c'est un projet qui fait plaisir à voir parce que même s'il n'a pas maintenu son verre réfléchissant que j'affectionne particulièrement, c'est tout de même un très très bel exemple de rénovation. Mais en effet, comme le disait Tom, l'idée c'est qu'on est un peu à une époque charnière parce que, comme l'a mentionné Maurizio, c'est une architecture qui a un nouveau pan de son histoire. Elle n'est pas comme ces architectures de l'époque. Donc, quand on était à l'Art Nouveau, on construisait pour des centaines d'années. Ici, c'est une architecture qui est plus vite périssable. C'est des matériaux qui demandent plus d'entretien. Et donc, on est à cette époque décisive où il faut les restaurer, parfois les reconvertir. Et en fait, ce n'est pas toujours possible. Et donc, l'inventaire... C'est tout le défi aujourd'hui, c'est qu'on ne les détruise pas et qu'on ne les dénature pas totalement. Voilà. Alors, on trouve aussi dans l'inventaire des villas, forcément, des belles villas des années 50. C'est le cas de celle que vous allez découvrir maintenant, des villas 4 façades à Berchem-Sainte-Agathe. On en trouve toute une série au Clos des Hortensias. Ce sont des maisons qui sont signées Louis Houbec pour nombre d'entre elles, construites entre 1958 et 1969. C'est un type de bien qui aujourd'hui, on reconnaît beaucoup plus la qualité de ces biens. Mais ce
que je voulais montrer avec ça, Maurizio Cohen, c'est le souci du détail dans ces villas. Et puis aussi, c'est l'œuvre d'un architecte qui est finalement pas très connu, mais très productif dans certaines communes et à certains endroits. C'est un excellent exemple de découverte qu'on a pu faire avec ce travail. Il y a dans plusieurs communes des architectes communaux qui ont travaillé que dans leur commune et qui ont une production absolument remarquable, qui sont restés très discrets dans le sens qu'ils n'étaient pas dans des réseaux qui ont permis de faire connaître leur travail à l'extérieur, mais qui ont un savoir-faire qui leur a permis d'atteindre un niveau de qualité tout à fait remarquable. Effectivement, il y a un souci de détail, mais qui est présent à l'époque. Ça veut dire que les architectes n'ont pas perdu le souci du détail. Pour autant, tout simplement que dans les maisons unifamiliales, il est un peu plus facile de le faire émerger. On le voit aussi dans les immeubles appartements quand on regarde les halls d'entrée, qui souvent sont très bien travaillés. Et justement, là, on voit comme ces mêmes architectes sont capables de valoriser un espace collectif tout simplement par un bon aménagement de ces détails. Ouais. Alors, Alison nous disait, j'imagine qu'au fil des balades, il y a dû y avoir de très belles découvertes pour vous et pour l'équipe, pour les autres personnes qui ont fait du terrain. Beaucoup de découvertes d'architectes aussi. Oui, au point que quand je voyais certaines découvertes, parce qu'on peut pas parcourir toutes les rues d'une commune, donc je n'en faisais qu'une partie, et on faisait une réunion approximativement une fois par mois, et je voyais les découvertes de mes collègues, et ça attisait la jalousie parce que j'étais pas passée devant ce bâtiment, et ça donnait, ça donnait de la curiosité. Mais oui, pour n'en citer qu'un, il y a eu John Walkiers à Jette. J'ai relevé 9 de ces bâtiments et ils sont très facilement repérables parce qu'il utilise très souvent de la mosaïque noire et dorée. Et donc, c'était un architecte que je ne connaissais pas et qui est des halls d'entrée magnifiques, qu'on ne suspecte pas. Alors, on passe maintenant à les dernières images. Ce sont des bâtiments plus récents, on va dire postmodernes. Regardez, par exemple, cet établissement scolaire à Gansoren, rue Louis de Broecker. Là, c'est un critère artistique et social que vous avez choisi pour déterminer ce bâtiment. Il n'y a pas d'année de construction dans l'inventaire, donc là, je n'ai pas pu savoir quand il avait été construit. Et puis, il y a un autre immeuble de bureau, plus récent encore, à Jette, construit entre 1997 et 1998 par les ateliers de Jette. On est tout près de l'UZ de Bruxelles. Et là, il y a un critère esthétique et paysager. Aujourd'hui, Maurizio Cohen, est-ce que vous pensez qu'on a assez de recul sur cette architecture pour dire, tiens, oui, elle doit figurer dans l'inventaire? On doit commencer à avoir du recul. On n'a peut-être pas encore assez de recul, on doit commencer à l'avoir parce qu'on doit se rendre compte qu'on travaille aussi pour les prochaines générations. Et ces générations vont voir des qualités qui probablement les générations précédentes ne voyaient pas. Comme nous, on a reconnu l'Art Nouveau plus tard, cette architecture postmoderne qui est quand même dessinée avec un certain soin, avec une certaine recherche, mérite d'être prise en considération. D'autant plus, là, l'exemple est bien choisi, qu'il y a un véritable travail sur son contexte, sur le rapport avec le paysage, qui est quelque chose d'extrêmement intéressant dans la manière de concevoir le bâtiment, parce que ça vient au tout début. On imagine le paysage avec le bâtiment et c'est une valeur qui est quand même importante à relever. Alors Tom Verhofstadt, maintenant l'inventaire existe, il doit encore être complété de notices pour être vraiment complet. Mais l'idée c'est quoi? C'est quand il y a une demande de permis, il y ait effectivement un examen en disant « Oh, attention, ce bâtiment des années 50, 60, 70 jusqu'à 90, il est dans l'inventaire, donc soyons plus prudents ». C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, cet inventaire, il est de caractère indicatif. Donc, il n'y a pas encore un caractère légal lié. Il ne fiche pas les bâtiments. Non, certainement pas. Et ce n'est pas du tout l'objectif de l'inventaire, au contraire même. Mais il y aura une attention particulière. Oui, les premiers signalétiques sont faits. C'est maintenant, ça demande à mûrir maintenant dans les esprits des gens que voilà. Soyez quand même attentifs que là aussi, il y a un patrimoine, un potentiel, essayez de travailler avec. On verra bien ce que ça va donner. Chris Wax, dernière question pour vous. Quand on est architecte et qu'on crée aujourd'hui,
Il y a une volonté pour vous de se retrouver dans un inventaire comme celui-là, que vos réalisations soient reconnues par les générations futures? Oui, effectivement, je crois que comme architecte dans le métier de construction, en regardant devant nous et pour nos enfants et puis nos petits-enfants au moins, et c'est un peu notre culture, notre vision sur la construction, c'est effectivement de créer pas des bâtiments, des structures qui sont prêtes à accueillir d'autres fonctions. Qu'en première vie, on prévoit des habitations, en deuxième vie, on peut voir des bureaux, troisième vie, quatrième vie, pourquoi pas. Les constructions, les structures sont faites pour durer des années, des centaines d'années sans problème. Et en se mettant cette casquette-là sur la tête, on voit des choses différemment. Et effectivement, on doit regarder le long terme au niveau durabilité. On a une obligation par rapport à nos enfants, nos petits-enfants. Merci en tout cas d'avoir partagé le fruit de ce long travail, plus d'1 an de travail. Donc Tom Verhofstadt, si on veut aller voir cet inventaire maintenant, il n'est pas encore en ligne, ce sera le cas dans quelques semaines. C'est une question de quelques semaines. Disons que pour fin du mois de juin, elle sera vraiment en ligne. Ouais. D'accord. Eh bien, donc cet inventaire, en attendant, le reste de l'inventaire est en ligne également. Et alors on peut peut-être ajouter, Géry Leloutre, que c'est un inventaire qui n'est pas figé, mais certains peuvent toujours signaler des bâtiments le cas échéant. Oui, donc il y a un volet cet inventaire-ci a ouvert un volet participatif, et donc on a un appel à toujours signaler des bâtiments ou des sites que tout le monde trouve intéressant. C'est très simple à remplir, il ne faut pas toujours de critères, il faut simplement dire j'aime pas, j'ai grandi dedans, je trouve que c'est chouette. Enfin, c'est pas, c'est pas un truc fait pour les techniciens, c'est fait pour vraiment le grand public. Ben merci en tout cas d'être venu partager cette expérience, et c'est évidemment une invitation pour vous tous à redécouvrir ce patrimoine. Voilà, autrement, c'est fini pour ce soir. La semaine prochaine, vous retrouvez Cyprien Houdemont à la présentation de l'émission. Très bonne soirée à tous.